Lors d'un dîner aux chandelles, ma mère a fait glisser un dossier sur la table et a donné mon entreprise de 5,2 millions de dollars à ma sœur. Mon père a dit, « Tu n'as pas d'enfant, tu t'adapteras. » J'avais 847 pages qui disaient le contraire. Lors d'un dîner aux chandelles, ma mère a fait glisser un dossier sur la table et a donné mon entreprise de 5,2 millions de dollars à ma sœur. Mon père a dit, « Tu n'as pas d'enfant. Tu t'adapteras. » J'avais 847 pages qui disaient le contraire. Le dossier était de couleur crème. C'est le détail auquel je reviens sans cesse, non pas ce qu'il contenait, non pas les mots qui ont suivi, mais la couleur du dossier que ma mère a posé sur la nappe blanche chez Severn, le restaurant français le plus agressivement intime de Seattle. À 20h03 un jeudi de novembre. Crème, la couleur des faire-part de mariage et de naissance, la couleur des choses qui sont censées être des cadeaux. Elle a lissé la première page avec sa paume avant de parler. Ce geste, sans hâte, délibéré, le geste d'une femme qui a répété ce moment et qui est maintenant en train de le jouer, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui se trouvait dans ce dossier n'avait pas été décidé ce soir. Cela avait été décidé des semaines auparavant, peut-être des mois, et ce soir n'était pas une conversation. Ce soir était une cérémonie. Mon père, David, était assis à sa gauche, les yeux fixés sur son verre d'eau, ce qui signifiait qu'il savait déjà. Mon père n'évitait le contact visuel que lorsqu'il avait déjà accepté quelque chose qu'il ne voulait pas défendre à voix haute. 36 ans à le voir fonctionner m'avaient appris que ces silences n'étaient pas neutres. C'étaient des approbations déguisées en absence. Ma sœur Allison était assise en face de moi dans un chemisier ivoire, son téléphone face cachée à côté de sa salade, ce qui était le détail le plus alarmant de tous. Allison vérifiait son téléphone à table depuis 2008. La seule raison pour laquelle le téléphone d'Allison était face cachée était si la pièce était sur le point de tourner entièrement autour d'elle, et qu'elle avait besoin d'être pleinement présente pour le recevoir. J'ai regardé le dossier. J'ai regardé les visages de ma famille, et j'ai senti quelque part sous mon sternum la certitude froide et spécifique de quelqu'un qui vient de comprendre dans quel genre de pièce il se trouve. Ma mère a lissé la page une fois de plus et a dit 4 mots. Allison devrait prendre la relève. Laissez-moi vous dire ce qu'était Brightline Media avant que je vous dise ce qu'ils ont essayé de lui faire, parce que le quoi importe avant le comment. Je m'appelle Mara Whittaker. J'ai 36 ans. Je travaille dans le marketing et la stratégie créative depuis l'âge de 21 ans. D'abord pour d'autres personnes, puis à 23 ans pour moi-même, ce qui est le genre de phrase qui sonne comme une histoire d'origine quand tout va bien et qui sonne comme un avertissement quand vous êtes assise en face d'un dossier crème à une table éclairée aux chandelles. Brightline a commencé comme une idée sur un ordinateur portable d'occasion dans un studio du quartier de Capitol Hill à Seattle. Dans une année où je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et un niveau de confiance naïf que je n'aurais pas pu maintenir si j'avais compris plus clairement ce que j'essayais de faire, j'avais un concept, une agence créative de niche axée sur les marques à vocation sociale. Le genre d'entreprise qui avait une histoire authentique à raconter et ne savait pas comment la raconter. Et j'avais assez de détermination pour compenser temporairement tout ce que je n'avais pas. Ce que je n'avais pas, c'était du capital. Mon historique de crédit avait 23 ans et était limité. L'entreprise n'avait aucun antécédent. Chaque agent de prêt aux petites entreprises à qui j'ai parlé cette année-là a eu une version de la même conversation avec moi, sympathique, intéressé par le concept, incapable d'approuver la demande. Ma mère travaillait dans le secteur bancaire. Elle a travaillé dans le secteur bancaire pendant 31 ans. Le genre de carrière institutionnelle qui s'accompagne de connaissances spécifiques sur le fonctionnement des profils de crédit, sur la manière dont les structures de SARL affectent les conditions de prêt. Et comme elle me l'a expliqué autour d'un café dans sa cuisine un dimanche de fin de printemps, comment une entreprise fondée sous un nom établi avec un historique de crédit établi accéderait à des capitaux à des conditions significativement meilleures que celles fondées par une jeune de 23 ans avec un ordinateur portable d'occasion. Ce n'est que de la paperasse, ma chérie, a-t-elle dit. Tu seras toujours celle qui la dirige. Je te prête juste mon nom sur le papier pour que les chiffres fonctionnent. Je veux être honnête à propos de ce moment parce que c'est important. Je l'ai cru. Pas naïvement, pas aveuglément. Je l'ai cru parce qu'elle était ma mère et qu'elle travaillait dans le secteur bancaire et qu'elle comprenait les mécanismes qu'elle décrivait. Et parce que j'avais 23 ans et que j'étais épuisé, et que l'alternative était de voir l'idée mourir sur le bureau d'un agent de prêt pour la 4e fois. Je l'ai cru parce que l'écart entre ce qu'elle offrait et ce dont j'avais besoin était exactement de la taille de l'écart que j'avais été incapable de combler par moi-même.
Et quand quelqu'un en qui vous avez confiance propose de combler cet écart, ce que le désespoir fait à la diligence raisonnable est une leçon que vous apprenez une fois et que vous n'oubliez jamais. J'ai signé là où elle a pointé. Marian Whittaker est devenue la propriétaire enregistrée de la SARL. Je suis devenu, sur le papier, une employée d'une entreprise que j'avais créée. Une employée avec une autorité opérationnelle complète, un contrôle créatif total et, me disais-je, la compréhension implicite entre une mère et une fille que la paperasse était la paperasse et que la réalité était la réalité. Et finalement, lorsque l'entreprise serait assez stable, nous ferions correspondre la structure juridique à la vérité. Nous n'avons jamais fait correspondre la structure juridique à la vérité. Et pendant 12 ans, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance parce que rien n'avait mal tourné. Je me suis trompé à ce sujet pendant 12 ans. Ce qui est arrivé à Breitling au cours de ces 12 ans est le genre de choses qui semble simple en résumé et qui a été, en pratique, la consommation complète de ma vie d'adulte. Je l'ai construite à partir de prospectus, littéralement. La première année, c'était des entreprises locales, de petites organisations à but non lucratif, une coopérative de marché de producteurs qui avaient besoin d'une identité de marque et ne pouvaient pas payer le tarif du marché. Je facturais ce qu'ils pouvaient se permettre et je travaillais les heures nécessaires quoi qu'il arrive parce que je comprenais même alors que le travail était aussi le portfolio, et que le portfolio était aussi l'avenir. À la 3e année, j'avais 2 sous-traitants et une liste de clients qui s'était étendue vers le nord pour inclure des entreprises régionales avec de vrais budgets marketing. La 5e année, une start-up d'énergie propre m'a embauché pour une campagne sur laquelle j'ai passé 6 semaines et qui est devenue, dans le jargon spécifique de l'industrie, virale. Non pas parce que je l'avais planifié, mais parce que j'avais créé quelque chose d'honnête et de précis qui touchait les gens là où ils se trouvaient réellement. Et il s'est avéré que c'était plus rare que cela n'aurait dû l'être. Les recommandations sont arrivées par vagues après cela. Les sous-traitants sont devenus un système de paie. Le système de paie est devenu un bureau. Le bureau est devenu des avantages sociaux. En novembre de l'année où ma mère a posé le dossier crème sur la table chez Severn, Breitling Media comptait 30 employés, une liste de clients nationaux avec 4 comptes Fortune 500, un chiffre d'affaires annuel de 5,2 millions de dollars. 30 personnes, leurs hypothèques, leur assurance maladie, la garderie de leurs enfants et leur paiement de voiture, et l'architecture financière spécifique de 30 vies d'adultes qui avaient été construites sur l'hypothèse que Breitling était stable. En croissance et que c'était à moi de la diriger. À moi de la diriger. Cette phrase a résonné différemment dans ma tête après ce dîner. Alison devrait prendre la relève. J'ai posé ma fourchette. Elle a touché le bord du bol avec un son qui n'était pas fort, juste présent, juste spécifique. Le son d'une réponse contrôlée à une situation incontrôlée. Alison portait l'expression soigneuse d'une femme simulant la surprise devant un cadeau qu'elle avait déjà ouvert. J'avais vu cette expression auparavant à Noël, lors d'annonces familiales, à chaque moment de notre vie commune où Alison avait été la bénéficiaire d'une décision familiale et devait avoir l'air de ne pas l'avoir anticipée. Elle était devenue très douée pour cela. Alison a sa maîtrise en administration des affaires, a dit ma mère. Elle a de l'expérience en entreprise. Elle a un foyer à considérer. 3 enfants ont besoin de stabilité, Mara. Et voilà. Les mathématiques familiales dans lesquelles j'avais grandi, l'équation qui tournait en arrière-plan de chaque décision de la famille Whittaker depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Alison avait des enfants, donc Alison avait besoin de plus. Alison avait un foyer, donc Alison comptait plus. Tout ce que je construisais, toute ressource que je générais, toute stabilité que je créais, tout cela existait dans le calcul de la famille Whittaker comme une redistribution potentielle vers les besoins de ma sœur. Parce que ma sœur avait eu des enfants, et moi non. Et dans ma famille, c'était ça le critère. J'avais 30 employés. Alison avait 3 enfants. Dans les calculs de ma mère, ce n'était même pas comparable. Tu es célibataire, Mara, a dit mon père, se penchant en avant avec l'expression d'un homme qui croit être généreux en expliquant quelque chose clairement. Tu n'as pas de personne à charge. Tu peux t'adapter. Il a dit, adapter, de la manière dont on le dirait pour un inconvénient mineur, un changement de trajet, un déménagement de bureau. Tu lui rendras des comptes maintenant. Elle l'a mérité. Elle a des enfants. Le serveur est apparu avec la carafe d'eau puis n'a pas bougé, ce qui signifiait qu'il avait suffisamment saisi la conversation ambiante pour comprendre qu'il n'était pas prudent de l'interrompre. La bougie continuait de vaciller.
Allison m'a regardé de l'autre côté de la table avec l'expression spécifique d'une femme qui a décidé que la magnanimité est la posture correcte pour ce moment, qu'il ne lui en coûte rien d'être gracieuse à propos de quelque chose qui lui a déjà été donné. Je pense que tu serais incroyable en tant que directrice de la création, a-t-elle dit. Honnêtement, c'est là que tu brilles. Directrice de la création dans ma propre entreprise, sous les ordres de ma sœur qui avait une maîtrise en administration des affaires et 3 enfants et exactement 0 expérience dans la direction d'une agence de création de quelque taille que ce soit. Et si je refuse, ai-je dit. Le visage de ma mère a changé. Pas de façon spectaculaire, juste les parties douces qui disparaissent. La chaleur qui s'évacue comme la chaleur quitte une pièce quand on ouvre une fenêtre en novembre. Ce qui restait, c'était le visage sous la chaleur, qui était plus vieux et plus dur et avait toujours été là, et dont j'avais passé 36 ans à entrevoir des aperçus lorsque la performance faiblissait. Tu n'as pas l'autorité de refuser, a-t-elle dit. C'est pourquoi nous faisons cela correctement. Correctement. J'ai regardé le dossier crème qu'elle avait lissé 2 fois, le document à l'intérieur qui représentait 12 ans de ma vie remis à ma sœur autour d'un saumon et à la lueur des bougies. J'ai compris à ce moment-là 2 choses simultanément. La première était que cela avait été planifié depuis plus longtemps que ce soir. Le langage soigné, le restaurant, la non-implication répétée de mon père, la surprise jouée d'Allison. Ce n'était pas une impulsion ou un conflit ou un désaccord familial qui avait atteint un point de crise. C'était une décision qui avait déjà été prise et exécutée et qui m'était maintenant présentée comme un fait. La seconde était que 18 mois plus tôt, j'avais fait quelque chose qui avait maintenant une importance énorme. J'ai fermé le dossier, je l'ai fait glisser en arrière sur la nappe blanche, et j'ai ri une fois. Pas joyeusement, le rire de quelqu'un à qui l'on vient de présenter une situation si absurde que le rire est la seule réponse honnête. Ne rends pas cela dramatique, a dit mon père. Je ne le ferai pas, ai-je dit. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise. J'ai regardé ma mère, puis Allison, puis mon père, dans cet ordre, et puis je suis sorti de Severn sous une pluie de novembre qui m'a frappé le visage comme un fait que j'avais évité. L'auvent à l'extérieur du restaurant était du vert sombre de la vieille bourgeoisie, et la pluie tombait de la manière spécifique de Seattle. Pas dramatique, juste persistante, le genre qui vous trempe sans s'annoncer. Je suis resté dessous à 21h17 avec mon téléphone à la main et 18 mois de préparation dans ma poche arrière. Laissez-moi vous expliquer les 18 mois. Au printemps, 2 ans auparavant, j'avais entrepris l'acquisition d'un client qui a failli échouer parce que la fondatrice de l'entreprise que j'acquérais, une femme intelligente et capable qui avait construit quelque chose de réel, avait structuré son entreprise sur un accord verbal avec un membre de sa famille qui détenait les documents légaux. Lorsque la relation s'est détériorée, les documents ont gagné. Elle a perdu l'entreprise. Il lui a fallu 3 ans et une part importante de ses économies pour reconstruire à partir de zéro. Je me suis assise en face d'elle dans une salle de conférence et je l'ai écoutée raconter cette histoire, et quelque chose a bougé dans ma poitrine qui n'était ni de la sympathie ni de la panique, mais se situait quelque part entre les deux. L'alarme interne spécifique de quelqu'un qui reconnaît une vulnérabilité qu'il a choisi de ne pas examiner. Je suis rentré chez moi en voiture. Je me suis assise dans ma cuisine. J'ai pensé au nom de ma mère sur la SARL. Le lundi suivant, j'ai appelé Victoria Chang. Victoria Chang, juriste doctor, avocate d'affaires, 18 ans en droit des affaires avec une spécialisation dans les sociétés fermées et les litiges de propriété, associée principale chez Chung & Associates sur la 3e avenue. Elle m'avait été recommandée par 2 clients qui l'avaient utilisée dans des contextes différents et l'avaient décrite avec le même mot, précise. J'allais apprendre que c'était exact. Victoria opérait avec l'économie spécifique de quelqu'un qui a passé 18 ans à comprendre que les mots et les documents juridiques ne sont pas interchangeables et qu'un mauvais mot à un mauvais endroit peut tout coûter à quelqu'un. Je lui ai parlé de Brightlin, du nom de ma mère sur la SARL, des 12 années d'exploitation pendant lesquelles j'avais fonctionné comme l'unique décideur, l'unique force créative, l'unique développeur commercial et l'unique directeur opérationnel d'une entreprise qui, sur le papier, appartenait à Marian Whittaker. Victoria est restée silencieuse un moment. « Quelle quantité de documentation avez-vous sur votre rôle opérationnel » a-t-elle demandé. « Tout, ai-je dit. J'ai tout. » Elle a de nouveau marqué une pause. « D'accord, commençons par là. » Au cours des 6 mois suivants, Victoria a travaillé avec un expert comptable judiciaire nommé James Okafor,
24 ans d'expérience en documentation financière et en évaluation d'entreprise. Un homme qui abordait les feuilles de calcul avec le plaisir concentré de quelqu'un qui aimait vraiment ce qu'il regardait, pour constituer un dossier de preuve complet de l'historique opérationnel réel de Breitling. Pas l'historique papier, qui montrait ma mère comme propriétaire. L'historique réel, qui me montrait comme la personne qui avait construit, financé, exploité et fait croître l'entreprise sur 12 ans. Contrat client avec ma signature. Lettre d'offre d'emploi que j'avais rédigée et signée. Autorisation bancaire qui montrait mon contrôle opérationnel. Chaîne de courriel établissant ma prise de décision créative et stratégique remontant à la fondation. Évaluation de performance que j'avais menée. La campagne pour l'énergie propre, mon concept, mon exécution, documentée du premier jet au moment viral. Déclaration fiscale, registre de paie, accord avec les fournisseurs, 12 ans de preuve que l'entreprise était la mienne dans tous les sens significatifs, sauf celui qui comptait légalement. James a organisé cela en ce qu'il a appelé, avec une litote caractéristique, un dossier très complet. Il comptait, selon son propre décompte, 847 pages. Victoria l'a qualifié de « cas le plus solide de propriété équitable que j'ai vu en 20 ans ». Elle m'a également mis en contact avec une troisième personne, le docteur Sandra Park, une psychologue d'entreprise qui avait été consultante sur plusieurs cas de litige de propriété et qui, en 2 séances que j'avais initialement jugées inutiles et que j'ai vite compris comme étant essentielles, m'a aidé à comprendre le mécanisme psychologique spécifique qui m'avait empêché d'aborder la structure juridique pendant 12 ans. Vous saviez, a-t-elle dit lors de notre 2e séance. Vous saviez que c'était une vulnérabilité et vous ne l'avez pas abordée parce que l'aborder aurait nécessité de vous méfier ouvertement de votre mère, ce qui aurait rendu la relation différente. Donc, vous avez protégé la relation au détriment de la protection juridique. Oui, ai-je dit. Et maintenant, vous allez devoir faire l'inverse, a-t-elle dit. Protéger la position juridique même si cela coûte quelque chose à la relation. Je n'avais pas envoyé à Victoria le courriel d'activation d'urgence ce soir de novembre parce que rien ne s'était encore passé. Le dîner était le premier geste manifeste. J'avais guetté des signes, un changement dans l'implication de ma mère, des questions inhabituelles sur les finances de l'entreprise, le nom d'Alison apparaissant dans des conversations où il n'avait rien à faire. Mais rien n'avait atteint le niveau d'une action jusqu'à ce que ma directrice financière m'envoie un texto. Rachel Kim était la directrice financière de Breitling depuis 4 ans. Elle avait 38 ans, était méthodique et possédait cette qualité spécifique de quelqu'un qui remarque les anomalies comme d'autres remarquent la météo, automatiquement, constamment, sans avoir à décider d'y prêter attention. Ces textos sont arrivés en 3 fois. Mara, es-tu avec ta famille en ce moment? Puis, parce que Marianne vient de demander un accès administrateur à la paie et à la facturation client. Puis, aussi, quelqu'un a essayé d'exporter la liste complète des clients à 20h46. La connexion provenait du compte de ta mère. Je les ai lus debout sous l'auvent vert foncé sous la pluie. 20h46. C'était 11 minutes après que je sois sorti du restaurant, ce qui signifiait une de ces 2 choses. Soit l'exportation de la liste de clients avait été planifiée avant le dîner et était sur un minuteur, soit quelqu'un à cette table l'avait initiée au moment où je suis parti. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant. À travers la vitre, dans la chaude lumière ambrée, je pouvais voir Alison fixant son téléphone avec une expression qui n'était pas la magnanimité soignée qu'elle avait affichée toute la soirée. C'était l'expression concentrée et tendue de quelqu'un qui regarde quelque chose ne pas se dérouler comme prévu. Ma mère faisait face à la fenêtre. Elle m'a vu debout sous la pluie, regardant à l'intérieur. Pour la première fois de ma vie, la première fois en 36 ans que je voyais Marian Whittaker naviguer dans chaque pièce où elle entrait avec une confiance totale, elle avait l'air incertaine. Pas effrayée, pas coupable, juste incertaine. L'expression de quelqu'un qui a fait un mouvement et qui observe la réponse et la trouve différente de ce à quoi il s'attendait. Elle s'était attendue à ce que je rentre chez moi et que je pleure. Au lieu de cela, j'étais debout sous la pluie avec 847 pages de documentation, une avocate en numérotation abrégée et un brouillon de courriel qui attendait dans ma boîte d'envoi depuis 18 mois. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai appelé Victoria. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Dis-moi exactement où tu es, a-t-elle dit, et ne leur parle pas sans que j'écoute. La porte du restaurant s'est ouverte. Ma mère est sortie sous l'auvent, fermant son manteau contre la pluie, et elle m'a regardé avec l'expression qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait passer de la confrontation à la gestion. Plus douce,
plus personnelle, la voix qui disait « Nous sommes une famille. Ne faisons pas cela. » Mara. Victoria, ai-je dit dans le téléphone, ma mère est à côté de moi. Pouvez-vous l'entendre? Un temps mort. Clairement, a dit Victoria. Ma mère a regardé le téléphone, puis moi, puis de nouveau le téléphone. Qui est-ce, a-t-elle dit. Mon avocate, ai-je dit. Elle aimerait que vous sachiez que la demande d'accès administrateur au système de paie de Brightline a été enregistrée et horodatée et que la tentative d'exportation de la liste de clients à 20h46 a également été enregistrée et horodatée et que toute autre tentative d'accès aux systèmes opérationnels de Brightline depuis votre compte sera traitée comme un accès non autorisé à des actifs commerciaux dans un litige de propriété actif. La pluie continuait de tomber. Le visage de ma mère a fait ce qu'il avait fait à travers la fenêtre du restaurant, passant de l'incertitude à quelque chose qui n'était pas tout à fait la fureur aux lèvres pincées de la table du dîner, mais quelque chose de plus froid et de plus calculateur. Elle analysait, réévaluait, essayant de déterminer ce que j'avais et ce que je savais et quelle était la forme réelle de la situation. Vous n'avez pas la qualité pour agir pour Mademoiselle Whittaker, a dit clairement Victoria à travers le haut-parleur du téléphone. J'ai 18 mois de documentation établissant la propriété équitable de votre fille sur Brightline Media. Je vous recommanderais vivement de parler à votre propre avocat avant de prendre toute autre mesure concernant l'entreprise. Ma demande d'injonction d'urgence est déposée ce soir. Ma mère m'a regardé pendant un long moment. Puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. Je suis resté sous la pluie jusqu'à ce que j'entende la porte du restaurant se fermer. Puis j'ai expiré. L'injonction d'urgence a été déposée à 23h43. Victoria travaillait depuis son bureau à domicile, ce que je savais parce que je pouvais entendre son chien en arrière-plan lorsque nous avons parlé à 22h15, et elle ne l'a pas mentionné, et moi non plus. Parce que nous nous concentrions sur un ensemble très spécifique d'actions en justice qui devaient se produire dans un ordre spécifique avant le matin. L'injonction visait à geler tout transfert des actifs, des relations clients ou de l'accès opérationnel de Brightline Media en attendant la résolution du litige de propriété. Elle citait les tentatives d'accès horodatées que Rachel avait documentées, la divergence entre la structure de propriété sur papier et 12 ans de contrôle opérationnel démontrable, et l'évaluation préliminaire de James Okafor jointe en tant que pièce A, qui établissait la valeur marchande actuelle de Brightline à 5,2 millions de dollars. L'honorable Robert Tran, de la Cour supérieure du comté de King, a examiné la requête d'urgence à 7h14 le lendemain matin et a accordé une ordonnance restrictive temporaire à 8h30. J'étais dans ma cuisine avec un café lorsque Victoria m'a envoyé la confirmation par texto. Ordonnance restrictive temporaire accordée. Ils ne peuvent rien toucher jusqu'à l'audience. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai appelé Rachel. Verrouille tout, ai-je dit. Révoque son accès au compte. Change tous les mots de passe administratifs. J'ai besoin d'un audit de tout ce qui a été consulté ou tenté d'être consulté après 20h hier soir. Déjà fait, a dit Rachel. J'ai commencé à 21h15. Rachel Kim était directrice financière depuis 4 ans et avait mérité chaque dollar que je la payais. L'audience était prévue 3 semaines plus tard, ce qui signifiait 3 semaines pendant lesquelles mon téléphone a sonné depuis le numéro de ma mère 6 fois par jour, depuis celui de mon père 2 fois par jour, et depuis celui d'Allison pas du tout. Ce qui m'a dit qu'Allison avait engagé un avocat et qu'on lui avait conseillé de ne pas me contacter directement. Malin. Mes parents n'avaient pas encore engagé d'avocat, ce qui était évident d'après la nature des appels, émotionnels, circulaires, les appels de personnes essayant de gérer une situation avec des outils relationnels alors que la situation exigeait des outils juridiques. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce que j'ai fait pendant 3 semaines, c'était travailler. Je suis allé à Brightline tous les jours. J'ai dirigé les réunions debout et les appels clients et les revues de campagne et le cycle de paie et l'inscription aux avantages sociaux et toutes les autres choses qui avaient constitué ma réalité quotidienne pendant 12 ans. Mes 30 employés ne connaissaient pas les détails de ce qui se passait au niveau de la propriété. J'avais dit à Rachel et à mes 2 directeurs de compte principaux qu'il y avait une affaire juridique en cours et que les opérations n'étaient pas affectées et que je communiquerais quand il y aurait quelque chose à communiquer. Ils m'ont fait confiance. Cette confiance était l'une des rares choses qui semblaient simples et claires pendant ces 3 semaines. James Okafor a passé ces semaines à construire son analyse complète. Pas seulement l'analyse préliminaire jointe à la demande d'injonction, mais le tableau forensique complet de l'histoire opérationnelle et financière de Brightline. Ce qu'il a produit, 61 pages avec annexes,
a établi avec une spécificité considérable que l'entreprise avait été capitalisée principalement grâce aux revenus générés sous ma direction. Que le profil de crédit de ma mère avait été utilisé pour établir la SARL initiale mais n'avait contribué à aucun capital d'exploitation après le premier prêt, et que l'évaluation actuelle de l'entreprise de 5,2 millions de dollars était entièrement attribuable à 12 ans de mon travail, de ma stratégie et de mon développement client. Il l'a présenté dans la salle de conférence de Chung & Associates 2 jours avant l'audience, parcourant chaque section avec le loisir tranquille de quelqu'un qui a assemblé quelque chose dont il est fier. Victoria a pris des notes d'une main précise. Je me suis assise au bout de la table et j'ai suivi la lecture sur ma copie et je me suis senti pour la première fois en un mois véritablement calme. C'est propre, a dit Victoria quand il a terminé. C'est très propre. Il n'y a rien à contester, a dit James. Le dossier opérationnel est ce qu'il est. Ils essaieront de faire valoir que la structure de la SARL supplante la réalité opérationnelle. Ils peuvent essayer, a-t-il dit. La jurisprudence ne soutiendra pas cet argument lorsque l'intérêt équitable est aussi minutieusement documenté. Ma mère a engagé un avocat 4 jours avant l'audience. Son nom était Jeffrey Marsh, et Victoria le connaissait. Il est compétent, m'a-t-elle dit, ce qui dans le langage de Victoria signifiait « il va vite se rendre compte que ce n'est pas l'affaire qu'il pensait que c'était ». J'ai appris plus tard d'une source que je ne nommerai pas que Jeffrey a passé 2 de ces 4 jours à examiner le rapport forensique de James, puis a appelé ma mère et lui a dit. En des termes que j'imagine aussi directs que ceux de Victoria lorsqu'elle livre une information que quelqu'un ne veut pas entendre, que la documentation n'était pas contestable et que la structure de la SARL seule était insuffisante pour l'emporter sur 12 ans de propriété équitable démontrée. Elle avait 2 options, lui a-t-il dit, régler à l'amiable ou plaider une affaire qu'elle avait très peu de chances de gagner. Ma mère, m'a-t-on dit, a pleuré au téléphone. Mon père aurait apparemment dit que personne ne pouvait prendre l'entreprise à la famille. À ce moment-là, Jeffrey lui aurait apparemment rappelé que l'entreprise n'était, au sens fonctionnel, pas dans la famille. C'était l'entreprise de Mara. Elle avait toujours été l'entreprise de Mara, et la paperasse avait été une erreur ou quelque chose de pire qu'une erreur que 12 ans de réalité opérationnelle avaient entièrement supplanté. 3 jours avant l'audience, Jeffrey Marsh a appelé Victoria. Ma cliente aimerait discuter d'un règlement, a-t-il dit. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti lors du règlement, car cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme si on me rendait quelque chose qui ne m'avait jamais quitté à travers un processus qui n'aurait pas dû être nécessaire. Après un mois à perdre le sommeil et à dépenser de l'argent pour des avocats que j'aurais dû dépenser pour mon entreprise et mes employés, la conférence de règlement a duré 4 heures. Jeffrey est venu avec ma mère et mon père, mais pas Allison, qui était représentée séparément, et qui, il s'est avéré, avait engagé son propre avocat le soir du dîner, le soir où j'étais sorti sous la pluie. Ce qui m'a dit qu'elle en savait plus sur le plan et le calendrier qu'elle ne l'avait laissé paraître avec son chemisier ivoire et son expression soigneusement surprise. Les termes négociés par Victoria n'étaient pas compliqués parce que les faits sous-jacents n'étaient pas compliqués. La SARL serait restructurée pour refléter la véritable propriété. Le nom de Marian Whittaker serait retiré du pacte d'associés. Une nouvelle SARL serait créée avec Mara Whittaker comme unique membre et propriétaire. Le transfert serait achevé dans les 30 jours et inclurait tous les actifs, les relations clients, la propriété intellectuelle et les contrats des employés. Ma mère ne recevrait rien au-delà du remboursement du prêt initial qu'elle avait garanti il y a 12 ans, qui avait été entièrement remboursé à la 4e année, et que James avait documenté en conséquence. Allison n'a rien reçu parce qu'elle n'avait jamais rien possédé. Parce que le dîner chez Severn avait été une cérémonie pour quelque chose que ma mère n'avait pas encore l'autorité légale de donner. Jeffrey a demandé au nom de ma mère si j'envisagerais de renoncer aux frais de justice en guise de geste de réconciliation familiale. Victoria m'a regardé. J'ai regardé Jeffrey. Non, ai-je dit. Ma mère, de l'autre côté de la table de conférence, a regardé ses mains. Mon père a regardé le mur. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je veux être clair à ce sujet. Ce que j'ai ressenti, c'était l'épuisement spécifique de quelqu'un qui a passé 30 jours à se battre pour quelque chose qui aurait dû être incontesté, mélangé à quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Pas pour l'entreprise que j'avais récupérée, mais pour la version de ma famille sur laquelle je m'étais apparemment trompé pendant 12 ans. J'avais cru pendant 12 ans que la paperasse était la paperasse et que la réalité était la réalité et que ma mère comprenait la différence. Le dossier crème chez Severn m'avait dit qui comprenait quoi.
Victoria a fait glisser la dernière page de signature sur la table. J'ai signé mon nom sur la ligne de propriété de Brightline Media SARL. Pour la première fois, c'était exact. J'ai envoyé un courriel à toute l'entreprise 3 semaines plus tard. J'ai dit à mes 30 employés que Brightline avait achevé une restructuration juridique qui officialisait ce qui avait toujours été fonctionnellement vrai, que l'entreprise était la mienne, qu'elle était stable, que rien dans notre façon de fonctionner, ni dans les clients que nous servions, ni dans ce que nous construisions ne changeait. Je leur ai dit que j'étais reconnaissante de leur confiance pendant une période où je ne pouvais pas partager les détails de ce qui se passait. Et que leur travail pendant ce mois m'avait rappelé spécifiquement et à plusieurs reprises pourquoi j'avais passé 12 ans à essayer de construire quelque chose qui valait la peine d'y travailler. Dana de la comptabilité a répondu par une seule ligne. Nous avons toujours su à qui appartenait cette entreprise. Je l'ai lu à mon bureau et mes yeux ont fait quelque chose que je ne leur avais pas laissé faire pendant 30 jours. Je les ai laissés faire. Ma mère m'a appelé en février, 3 mois après Severn. Elle a appelé un dimanche, jour où elle appelait toujours, comme si la continuité d'un horaire pouvait combler une distance qu'aucun horaire ne pouvait réellement franchir. J'ai répondu. Elle ne s'est pas excusée. Je veux être honnête à ce sujet. Elle n'a pas dit les mots « je suis désolé » ou « j'avais tort » ou « je comprends maintenant ce que j'ai fait ». Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle n'avait pas compris à quel point j'étais sérieuse. Qu'elle avait pensé que je reviendrais à la table des négociations. Qu'elle n'avait pas anticipé l'action en justice, ce qui m'a dit ce que je devais savoir sur sa version des événements. Que le problème, dans son récit, était ma réponse. Pas le dîner, pas le dossier crème, pas l'exportation de la liste de clients à 20h46 ou la demande d'accès à la paie initiée 11 minutes après mon départ. Ma réponse. J'ai écouté la version complète de ce récit. Puis j'ai dit très clairement et sans colère, « Maman, tu as essayé de donner mon entreprise à Allison alors que j'étais assise en face de toi après 12 ans. Et quand je suis parti, quelqu'un a essayé d'exporter ma liste de clients. » Une pause. « Nous ne pensions pas que tu le ferais, je sais ce que vous pensiez, » ai-je dit. Vous pensiez que je m'adapterais. Vous pensiez que j'étais célibataire et que je n'avais pas de personne à charge et que je pourrais gérer la perturbation. Elle n'a rien dit. Vous vous êtes trompé sur ce que j'avais, ai-je dit. J'avais des preuves. J'ai laissé cela en suspens un moment. Puis j'ai dit, je vais y aller maintenant. Je te parlerai quand je serai prête. J'ai raccroché. Je me suis assise dans mon appartement de Capitol Hill, l'appartement dans lequel j'avais emménagé à 23 ans avec un ordinateur portable d'occasion et une idée. Et j'ai regardé par la fenêtre l'horizon de Seattle, qui faisait son truc sous la pluie de février, gris et certain et entièrement lui-même. Les résultats du 4e trimestre de Brightline étaient arrivés 2 jours auparavant. 5,2 millions de dollars. Tout était là où ça avait toujours été.